Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui il sera question de science-fiction, mais d'une science-fiction tellement vieille qu'elle en est devenue un classique. Alors je vais vous parler de Ravage, un roman de René Barjavel publié en 1942, donc en pleine Seconde Guerre mondiale, par celui qui est quand même une des grandes figures de la science-fiction française, René Barjavel, que nous avons ici, avec son chat. Alors voilà, comme j'aime beaucoup les chats, et comme beaucoup d'auteurs aiment leurs chats, je trouvais que c'était aussi leur rendre hommage à ces petits félins que de les représenter ici. Alors de quoi parle Ravage? Nous sommes dans un roman post-apocalyptique, c'est-à-dire il se passe une catastrophe et comment un petit groupe d'humains va essayer de survivre à cette catastrophe-là. Alors, il n'y a pas question là de zombies, il n'y a pas question d'extraterrestres. C'est un roman post-apocalyptique où il se passe quelque chose de très bête, c'est l'électricité qui s'arrête, en gros. Donc pour Barjavel, nous sommes dans un futur assez lointain. C'est-à-dire, si mes souvenirs sont bons, je vérifie, mais je crois en 2050. Et il imagine en 2050 alors, il écrit ça, lui, en 1940, donc il imagine un siècle de distance. Un futur où tout irait très très vite. En gros, là, ce qui marque Barjavel, c'est la vitesse. Des trains qui vont vite, des avions qui vont vite, des voitures qui volent qui vont vite. Alors, c'est assez amusant, hein, parce qu'il a réussi quand même à anticiper pas mal de choses que l'on connaît ici. Mais il y a d'autres choses très, très basiques qu'il n'a pas du tout vues, c'est-à-dire par exemple le livre audio. Le fait que il y a des livres, vous mettez vos écouteurs et c'est déjà lu à l'avance. Lui, il imagine un système assez complexe de livres que vous placez sur des sortes de plaques transparentes où vous avez quelqu'un à l'autre bout de l'Europe qui le lit pour vous sur l'intonation qui vous va bien. Bon, c'est assez incroyable, c'est assez comique. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est toujours amusant de voir comment finalement, dans le passé, on imaginait le futur et en quoi finalement le présent a souvent rattrapé et dépassé la science-fiction. Néanmoins, Barjavel voit quelque chose qui me tient très à cœur et que je trouve très juste dans son roman. C'est en quoi toutes ces machines-là ont permis à l'homme d'augmenter son pouvoir, c'est-à-dire le fait d'avoir la possibilité de faire des choses, mais ont diminué sa puissance, c'est-à-dire la capacité à faire par lui-même. Donc on est dans une société où il y a énormément de pouvoir, mais peu de puissance. Regardez, bon ça c'est pas de moi, hein, c'est Alain Damasio, notamment le grand auteur de science-fiction dont je parlerai plus tard, qui l'a théorisé. Mais déjà on a cette idée en germe chez Barjavel. Regardez ce qu'il nous dit. Chaque fois qu'il prenait le train ou l'avion, il éprouvait la même impression d'abdiquer une partie de sa volonté et de sa force d'homme. Autour de lui se jouaient des forces si considérables qu'il se sentait bien plutôt leur proie que leur maître. Qu'une potence céda, que la poutre craqua, qui pourrait-il? Qui pourrait même l'ingénieur qui conduisait la machine? Il n'éprouvait certes pas la moindre peur, mais un sentiment désagréable d'impuissance. Impuissance. Hein. Et c'est finalement ce qui va caractériser ce monde où soudainement, dû à un bombardement qui a eu lieu à l'autre bout du monde de l'Amérique du Sud contre l'Amérique du Nord, eh bien l'électricité disparaît et tout ce monde qui en était dépendant s'effondre. Plus personne n'est capable de le réparer. Alors c'est assez intéressant parce que finalement, à travers cet empereur noir là de l'Amérique du Sud qui bombarde l'Amérique du Nord en disant vous nous avez humiliés pendant tant de décennies, etc., qu'avec mes frères aujourd'hui nous nous vengeons. On a une assez belle métaphore finalement de ce que pouvait représenter Hitler et cette volonté de vengeance, d'outrepasser l'humiliation par rapport aux Français. Donc là je trouve ça assez subtil la façon finalement dont Barjavel l'amène. Et puis surtout, c'est assez amusant finalement de prêter les traits d'Hitler à un personnage noir. Bon, je pense que personne s'en est rendu compte à l'époque, mais c'était un petit peu cocasse. Donc voilà, comme toujours dans la science-fiction, hein, ça nous parle du futur, mais ça nous parle aussi du présent de l'auteur. Alors que se passe-t-il une fois que l'électricité s'effondre?
eh bien on a un gars un petit peu débrouillard qui s'appelle François et qui décide de sauver son amoureuse qui s'appelle Blanche, donc François et Blanche, ça fait bien français on va dire, hein, et de regagner la campagne. Ce qui est vraiment frappant dans ce roman, c'est finalement une grosse critique de la ville, du monde urbain, qui ne semble pas capable de faire grand-chose, et cette idée que la Terre, elle, ne ment pas, idée qui est quand même assez gênante, je dois avouer, rétrospectivement, parce qu'elle est complètement Vichy-compatible. Cette idée du retour à la terre, que le bon sens paysan, c'est le bon sens qui ne ment pas, ben ça, c'est mot pour mot ce qu'aurait pu dire le maréchal Pétain sous le régime de Vichy. Et ce qui explique que cet ouvrage a pu être publié en 1942, sous l'occupation, sans poser le moindre problème. Et puis il y a un deuxième problème, c'est qu'on est dans un système très patriarcal. C'est-à-dire on a François, l'homme fort, une sorte de mâle alpha qui dirige un groupe, qui affronte toutes les épreuves. Et à la fin, il devient l'ancien qui dirige vraiment tous ces jeunes, qui les empêche finalement de retomber dans ces travers de la civilisation électrique qui les a perdus. Il me semble même que cet ancien-là, François, devenu âgé, a plusieurs femmes, plein d'enfants. Donc on est dans un système extrêmement patriarcal. Donc là aussi, c'est très Vichy-compatible, avec ce vieux crouton de maréchal Pétain qui a plus de 80 ans quand il arrive au pouvoir, et qui pense que finalement sa vieillesse est un gage de sagesse. Bon, ben, c'est un petit peu ce que semble dire Barjavel à travers cette figure mise en exergue de François. Parce que le roman ne s'arrête pas finalement à la fuite de Paris. C'est-à-dire que François, Blanche et puis les quelques personnes qu'ils ont rameutées vont fuir Paris. Alors la civilisation s'effondre, donc il y a des bandes ennemies avec lesquelles il faut lutter, il y a des incendies qui se propagent vraiment partout. Mais ensuite, il recrée une sorte de civilisation agricole, primitive, mais idéalisée. Et là, on a finalement ce François, représenté très âgé, qui a eu 17 enfants de sa femme Blanche, et ce François qui va vivre jusqu'à 129 ans. Donc finalement, ça en est un peu grotesque, un peu une caricature voilà, de ce que le maréchal Pétain pouvait évoquer à certaines personnes à cette époque. D'ailleurs, la quatrième partie s'intitule Le Patriarche. Donc, en gros, que dire? Eh bien, on a une sorte de roman post-apocalyptique assez intéressant parce qu'on est dans les premiers du genre. On a une réflexion aussi assez pertinente sur l'idée que le surplus de technologie représente une faiblesse parce qu'on utilise des machines que l'on ne comprend pas, donc que l'on n'est pas capable de réparer et donc vis-à-vis desquelles nous sommes dépendants. Ça, c'est assez bien vu et assez bien démontré dans cet ouvrage. Et puis après, quand même, une vision assez patriarcale, assez traditionnaliste des choses, avec cette idée que c'est l'homme qui est fort, qui va sauver sa bonne petite femme, qui va prendre les décisions, auxquelles moi je me reconnais pas, auxquelles une large part de la science-fiction contemporaine, plutôt féministe, ne se reconnaît pas non plus. Et puis, cette valorisation du retour à la Terre, alors là, c'est un peu plus gênant parce que oui, dans le contexte où Barjavel l'écrit, ça fait très pro-Vichy, mais force est de constater qu'avec la question du dérèglement climatique, avec la question de la critique de l'agriculture productiviste, eh bien aujourd'hui on retrouve dans pas mal d'auteurs de science-fiction, je pense au Furtif de Damasio, hein, une valorisation aussi d'une agriculture locale, naturelle, faite de façon collective. Donc ça pour le coup c'est une idée qui certes est compatible avec ce qu'en disait le régime de Vichy, mais qui me semble pas forcément à jeter, hein, finalement cette valorisation de la capacité à se produire de la nourriture par soi-même et pour soi-même. Donc voilà, un roman que je recommande pour ceux qui veulent un petit peu puiser dans les racines de la science-fiction, ceux qui sont curieux d'imaginer comment dans le passé on imaginait un futur que l'on est sur le point de rattraper, puisque Barjavel en 1942 place son aventure à 2050, donc on n'en est pas loin. Et aussi, voilà, un roman assez intéressant pour ceux qui veulent se faire une idée de ce qu'il était possible d'écrire sous l'occupation,
c'est assez étonnant de se dire que finalement cette science-fiction, quelque part, elle semble vraiment nécessaire au temps de crise. C'est-à-dire, on projette dans l'avenir les crises que l'on connaît dans le présent. Je m'explique. Barjavel, le gros du roman de Ravage, c'est la fuite de Paris devant la menace, les incendies, etc. Bon, ben, il y a à peine 2 ans, la France avait connu l'exode des millions de Français qui quittent le nord-est de la France devant la progression des troupes allemandes. Et je pense que voilà, Ravage fait écho à cet événement qui a profondément marqué la société française. Tout comme, je prends le pari, que dans les prochaines années, on va avoir énormément de romans, de séries, de films post-apocalyptiques sur des épidémies qui se propagent. Et d'ailleurs, je prendrai le temps de vous parler de la trilogie de Margaret Atwood, Madame, qui traite justement de ça, mais qu'elle avait écrite quelques années avant la pandémie de Covid. Parce que, voilà, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience personnelle, mais c'est vrai que souvent, quand on vit un temps de crise, quand on a un questionnement, eh bien, ça peut être rassurant de chercher dans les auteurs de science-fiction comment eux ont cherché à anticiper ces crises-là, comment ils ont trouvé des issues. C'est vraiment ça, la science-fiction, c'est réfléchir au futur pour mieux questionner le présent. Sur ce, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Amusez-vous bien et lisez beaucoup.